Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur la ville de Cotonou et ses environs. Et comme on devrait s'y attendre, elles provoquent assez de dégâts. Et quand on parle de dégâts, on pense surtout aux inondations. Est-ce normal cette quantité de pluie en cette période de l'année et que faire face aux dégâts? Nous en parlons avec le docteur Flavien Edia Dovonou. Il est spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Bonsoir à vous, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Est-ce normal ces pluies qui s'abattent aujourd'hui sur Cotonou et les autres communes du Bénin depuis quelques semaines? Alors, vous savez, effectivement, le constat que nous faisons tous, c'est que depuis quelques semaines, il pleut abondamment sur Cotonou et ses environs. Mais en réalité, ce n'est pas Cotonou seul. Lorsque vous suivez l'actualité, vous allez voir que c'est la plupart des villes côtières du golfe de Guinée qui subissent le même phénomène que Cotonou. Alors, est-ce que c'est normal? C'est une question que tout le monde se pose. Oui. Et c'est une question que je trouve pertinente, en ce sens que on peut aller avec des hypothèses pour voir si ce qui se passe est normal ou pas. Alors, la première hypothèse qui me vient en idée, c'est que vous vous rappelez, en 2010, notre pays a connu beaucoup de pluie, avec une inondation presque généralisée qui avait provoqué, surtout au sud du Bénin, et qui avait fait beaucoup de dégâts. Et il y a ce que nous appelons les pluies décennales, c'est-à-dire des pluies qui viennent tous les 10 ans. Mais là, de 2010 à 2019, ça fait 9 ans. Ça fait 9 et ans, 9 ans, 10 ans, l'écart n'est pas trop grand. Donc, la première hypothèse qu'on peut émettre, c'est que est-ce que ce n'est pas une pluie décennale qui est en train de tomber? Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse qu'il faut émettre pour expliquer un peu le phénomène, c'est les effets pervers des changements climatiques. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre en termes de pluie à Cotonou et ses environs, ce n'est pas seulement Cotonou qui le vit. Le mois passé, au mois de septembre, l'Espagne a enregistré dans l'intervalle de 48 heures le cumul de 6 mois de pluie. Wow. Voilà. Donc la quantité d'eau qui tombait répartie sur 6 mois, la même quantité est tombée en 48 heures sur l'Espagne. Alors, c'est un phénomène inédit, c'est un phénomène qui laisse à réfléchir et on se dit, est-ce que ce n'est pas la même chose presque qui est en train de venir chez nous? Donc, c'est un phénomène cyclique, si je comprends bien. Oui, ce que vous êtes en train de dans la dire. première hypothèse, c'est un phénomène cyclique, mais pour la seconde hypothèse, c'est le changement climatique. Cette hypothèse, il faut aussi essayer de voir dans quelle mesure essayer de la comprendre. En ce sens que il y a des constats qui sont faits, à savoir que nous assistons ces derniers temps à la fonte des glaciers au niveau des pôles, surtout le pôle Nord. Et une fois les glaciers fondus, on a commencé par avoir l'apparition des îles, à des endroits où il n'y avait pas d'îles. Okay? Et ces glaciers fondus se transforment en de l'eau de mer bien sûr. L'eau de mer, la mer, les océans verront leur quantité augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une intensification de l'évaporation. Et quand l'évaporation est intensifiée, cela veut dire qu'il y a beaucoup de vapeurs d'eau qui vont dans l'atmosphère. Et plus vous avez de nuages, plus vous avez de pluie. Voilà. Donc, mais cette année, on n'a pas eu les saisons de façon normale. Oui, c'est vrai. Tout ça là, c'est des perturbations du climat. Parce que la pluie en octobre... Oui, c'est vrai. En octobre, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de pluie. En octobre, on a constaté que les pluies sont venues et se sont étalées beaucoup plus que cela ne devrait être. J'étais à un atelier la dernière fois et quelqu'un disait les changements climatiques, on sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc, nous sommes obligés de nous adapter à tout ce qui est en train d'arriver actuellement.
Voilà. Donc, il faut se mettre dans la tête que désormais, les inondations, ce n'est plus en juin, juillet, mais ça peut venir même en décembre et en janvier, le 1er janvier. Pas nécessairement au 1er janvier, mais pendant les saisons de pluie, les périodes de pluie peuvent être perturbées. Les périodes de pluie peuvent être perturbées. Oui. Est-ce qu'on constate surtout c'est les inondations? Oui. Selon vous, on peut avoir la pluie sans avoir assez d'eau par terre. Quelles sont les causes premières des inondations, surtout au Bénin? Alors, vous savez, d'abord, quand on parle d'inondation, c'est lorsque, après des pluies, des terrains autrefois émergés deviennent immergés. C'est-à-dire que des terrains qui n'avaient pas de l'eau, après des pluies, ces terrains commencent par gagner de l'eau. Dans ce cas, on parle d'inondation. Alors, les inondations, ici, au Bénin, à Cotonou, les causes, c'est bien ça. Alors, ce qui va expliquer, sinon ce qui peut expliquer, comme on a commencé par le dire, c'est l'excès de pluie. L'excès de pluie. Ces inondations, leur importance varie d'une zone à une autre. Voilà. Lorsque vous êtes sur un terrain accidenté, un terrain en pente, comme par exemple Natitengu, Parakou, vous n'allez pas avoir des inondations comme ça, parce que le relief prête à une évacuation rapide de l'eau. Donc, l'eau coule naturellement en suivant la gravitation, comme on le dit, etc. Maintenant, lorsque vous êtes sur un terrain plat comme Cotonou, vous constatez que les inondations dictent leur loi. L'eau stagne. Non seulement l'eau stagne, mais la nappe phréatique affleure le sol est gorgé, ok, et du coup, l'eau s'étend partout. Et un autre facteur important qui explique les inondations à Cotonou, c'est l'occupation des bas-fonds. Les bas-fonds, on en avait parlé une fois, voilà. Les bas-fonds, en réalité, c'est des zones tampons. C'est-à-dire voilà, des écosystèmes aquatiques qui sont destinés à recueillir l'eau de pluie et après à provoquer leur infiltration naturelle dans le sol. Mais aujourd'hui, ces bas-fonds sont occupés, sont pris d'assaut. Quand les êtres humains s'installent dans les bas-fonds, ça empêche l'eau de trouver là où aller. Est-ce que vous voyez? Donc, l'eau ne trouve plus là où rester après la pluie. On s'installe dans le lit de l'eau. Oui, bien sûr. On va aller déloger l'eau. Est-ce que vous voyez? Et là, les conséquences, c'est que l'eau va dans la rue, l'eau va là où elle ne doit plus aller. Est-ce qu'on constate, même il y a des endroits qui autrefois n'étaient pas inondés, aujourd'hui, pour faire un tour, il y a plus d'eau qu'auparavant. Ah oui, c'est vrai. C'est les conséquences de l'occupation anarchique des bas-fonds. Parce que les bas-fonds, c'est des couloirs naturels et des écosystèmes naturellement qui sont là pour recueillir les eaux de pluie, après les gérer de façon naturelle. Vous savez, Cotonou a une superficie de 79 km², dont 30% sont considérés des zones marécageuses. Et par le passé, il n'y avait pas d'inondation à Cotonou. C'est parce qu'on a commencé par occuper... Quand vous dites par le passé, voilà, par le passé dont je parle, pendant la période coloniale. Voilà, quand on dit par le passé... Moi, je suis né, il y a toujours eu de l'eau à côté. Voilà, pendant la période coloniale, par exemple, dans les années 1960, il n'y avait pas d'inondation. Parce que les bas-fonds étaient là, les 30%, on respectait. L'eau respectait naturellement son couloir pour pouvoir aller se réfugier. Maintenant que tous les quartiers où il y avait des bas-fonds sont occupés par l'homme, l'eau ne sait plus là où aller. Mais il n'y a pas Cotonou seul qui est inondé, il y a aussi Karimama et d'autres communes du Nord qui... Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est un problème de nature du sol. Voilà. À Karimama, à Malanville, il y a des sols sablonneux. Et il y a beaucoup de zones marécageuses à Karimama. Il y en a beaucoup à Malanville, est-ce que vous voyez? Et quand il pleut, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer rapidement comme l'eau s'infiltre à Calavi, comme l'eau s'infiltre à Lada. Donc il n'y a pas d'inondation à Calavi? Pas trop. Il y en a, mais pas trop. Il y a un début d'inondation à Calavi. Parce qu'on n'a pas anticipé en construisant des caniveaux, en dimensionnant correctement les caniveaux. Si les caniveaux sont bien dimensionnés, il n'y a pas de problème. Après la pluie, l'eau va trouver son exutoire naturel et partir. Voilà. À tout cela, à tout ce qu'on vient de dire, on note également le débordement de certains fleuves. Le fleuve Mono, par exemple, a débordé. On parle même de crue. Expliquez-nous un peu le phénomène de crue. Vous savez, la crue, c'est la montée des eaux d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau lorsque toutes les eaux
d'un bassin versant arrive dans ce cours d'eau ou dans ce plan d'eau. Alors, c'est vrai, il y a actuellement la crue au niveau du fleuve Ouémé, au niveau du fleuve Zou, au niveau du fleuve Mono. Mais dans le cas du Mono, le phénomène a été amplifié par les lâchers que vous savez très bien au niveau de Nagbetor, au niveau du barrage de Nagbetor. Donc, cela a eu beaucoup d'impact. Et ces impacts, c'est l'inondation des champs, c'est la démolition des maisons, c'est peut-être des pertes en vies humaines qu'on a enregistrées dans la localité. Et pourquoi il faut lâcher les eaux? Ah, il faut lâcher les eaux pour pouvoir permettre au barrage de fonctionner. Mais parce que le barrage doit fonctionner, oui. On ne prend pas en compte les populations environnantes. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que avant de construire le barrage, il y a eu des études préalables, il y a eu des études d'impact sur l'environnement. On ne sait pas où l'eau doit passer. Si réellement il y a eu des passer. études d'impact environnemental, ça veut dire que les populations ne devraient normalement pas plus habiter là. Vous savez, c'est de vastes étendues de terre et des champs. Et souvent, il y a des zones qui sont très fertiles. Il y a le limon qui se dépose et des sols riches, comme on le dit. Donc, les gens à la recherche de terres fertiles, de temps en temps, viennent habiter, n'est-ce pas, les berges de ce fleuve-là. Lorsqu'il y a des lâchers, on ne peut pas prévoir le volume d'eau qui sera lâché. Okay? Donc, des fois, le volume est moyen, comme on le dit, et là, il n'y a pas de dégâts. Mais quand le volume est beaucoup, comme cette année, il y a beaucoup de dégâts. Vous savez, tout récemment, l'eau a monté jusqu'à 8 mètres au niveau du fleuve Mono, dans la localité de Atiémé, par exemple. C'est trop déjà. 8 mètres de montée, vous imaginez les conséquences que cela aura sur les berges. Voilà, c'est très important. Il y a des phénomènes qui arrivent, mais il faut essayer de faire avec, comme on le dit. Donc, si je vous demandais de nous faire la différence entre les inondations et la crue. Alors, les inondations, c'est lorsque il y a des pluies qui arrivent et des terrains qui autrefois n'avaient pas de l'eau, commencent pas à avoir de l'eau. Voilà. Mais par contre, la crue, c'est lorsque il y a montée de l'eau au niveau d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. Mais la crue peut entraîner les inondations. Absolument. Une crue peut entraîner des inondations. Lorsqu'il y a crue, l'eau va quitter son lit et aller à droite ou à gauche de son chemin. Ça peut aller gagner des terres qui autrefois n'étaient même pas appelées à être inondées. Donc une crue, lorsqu'elle atteint un certain niveau, peut provoquer des inondations. Mais ce qu'on constate habituellement, la crue vient après la saison des pluies. De ce que je sais, mais aujourd'hui, les deux surviennent au même moment. Alors c'est vrai, les deux surviennent au même moment et cela peut s'expliquer. Parce qu'on parle de crue à Atiémé, on parle de pluie à Cotonou et consorts. Voilà, c'est ces deux phénomènes qui sont en train d'interférer. Alors, ils interfèrent tout simplement parce que nous sommes en train de connaître une période de pluie exceptionnelle. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans la petite saison des pluies, comme on le dit, mais il a beaucoup plu. La pluie a accusé des retards. Du coup, elle est en train de s'étaler dans le temps. Donc, en principe, on devrait connaître beaucoup de pluie, donc beaucoup de pluie, et après, nous allons avoir beaucoup de crues. Maintenant, les deux phénomènes sont en train d'interférer, tout simplement parce que la pluie a continué et a dépassé sa fourchette, la période normale. Mais la crue est restée dans sa période? La crue dans sa période non plus. Parce que, comme vous l'avez dit... normalement, quand on parle de crue en temps, c'est en août, septembre qu'on assiste à ça. On est maintenant fin octobre, début novembre, et on parle encore de crue. Tout ça, c'est les bouleversements du climat. Bouleversement du climat. Donc, les populations ont raison parce que à chaque fois qu'on observe un phénomène bizarre dans la nature, automatiquement, on dit que c'est le changement climatique. Est-ce qu'il faut vraiment tout attribuer au changement climatique? Alors, vous savez, s'il faut tout attribuer au changement climatique, moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses parce que nous, vous savez, nous, au moins, on est en train de comprendre le phénomène. Oui. Mais le paysan, il ne peut pas comprendre. Celui qui est au fin fond de son village, il ne peut pas comprendre.
Et cela va le perturber dans sa production. Et ça perturbe toujours. Voilà, il ne sait plus quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce que je vais récolter. Par exemple, les crues qui sont en train d'arriver maintenant, on va en parler peut-être tout à l'heure, quelles dispositions prendre pour éviter les dégâts. Entre autres, il faut faire la promotion des récoltes précoces. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre que le maïs soit par exemple sec sur les arbres avant d'aller récolter. C'est des récoltes précoces qu'il faut faire. Il faut anticiper pour que l'eau ne vienne pas emporter tout ce que vous avez. Est-ce que les agriculteurs, les producteurs ont ces informations? Je crois qu'actuellement, le monde agricole est en train de s'améliorer. Et il y a de temps en temps de ces techniciens qui sont proches de nos agriculteurs. J'en ai rencontré à l'intérieur du pays, ils font du bon boulot. Donc je crois que s'ils ont l'information scientifique qu'il faut, ils peuvent relayer avec les radios communautaires, avec l'aide des radios communautaires, afin qu'on puisse anticiper pour limiter, minimiser les dégâts des crues au niveau de nos contrées. La pluie se poursuit. Est-ce que vous avez un délai où on va arrêter, le calvaire va s'arrêter? Parce que là, ça devient calvaire. Il a fait chaud, on avait souhaité la pluie, mais ça dépasse nos espérances. Alors, vous savez, les phénomènes météorologiques, je ne suis pas météorologue, oui, mais ce n'est pas mathématique. C'est pour ça qu'on parle. Vous avez quand même une idée? Oui, on parle de prévision météorologique. La météo peut dire demain, vendredi, il y aura pluie, et demain, vous allez avoir soleil. Voilà. Donc, on ne peut pas, de façon formelle, dire non, ça va être difficile. Mais ce qui est sûr, nous sommes conscients que nous sommes dans une zone de turbulence, comme on le dit. Nous devons nous attendre à tout et prendre des dispositions pour atténuer et minimiser les impacts de ces phénomènes. Et voilà, les inondations sont là, les crues sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux dégâts? Alors, d'abord, ce n'est pas bien que les dégâts arrivent. Ok, il faut essayer d'anticiper. Ce qu'il faut faire comme mesure préventive d'abord. Préventive d'abord, c'est pour éviter les inondations. Oui, okay. Je suis d'accord. Pour éviter les inondations, si c'est par exemple dans Cotonou, il faut curer les caniveaux. On le fait tout le temps. Oui, bon, tout le temps, mais est-ce que c'est bien fait? Cette année, ça a été fait. Est-ce que c'est bien fait? Comment il faut le faire? Alors, il faut le faire avec surveillance. C'est-à-dire, il faut des missions de contrôle pour pouvoir contrôler ces entreprises qui font le curage de ces caniveaux. Deuxièmement, il faut redimensionner les caniveaux de Cotonou. C'est trop petit. C'est trop petit. Quand vous êtes dans la région... C'est des caniveaux, il faut pour Cotonou bien des égouts. Comme on voit dans les pays industrialisés, dans les pays développés. Le problème, c'est qu'en voulant faire des égouts, on risque de casser beaucoup. Donc, il vaut mieux rester dans le schéma des caniveaux, mais on peut revoir le dimensionnement de ces caniveaux, les mettre aux normes. Je vois par exemple la voie de Saint-Hérita ou de Olaguedé, des caniveaux de 0,50 m de largeur. Ça va drainer combien de volume d'eau. Du coup, quand il pleut, l'eau stagne sur la voie pendant des heures et des heures avant de commencer par pouvoir partir. Donc, il faut revoir le dimensionnement des caniveaux. Il faut essayer de curer les bassins qui existent. Nous avons un certain nombre de bassins, mais ces bassins sont pris d'assaut par les jacinthes d'eau, par les nénuphars. C'est pas bien. Les bassins ne sont pas faits pour pouvoir faire la culture des jacinthes d'eau ni des nénuphars. Les bassins sont construits pour pouvoir évacuer les eaux de pluie vers des points bas. Donc, il faut essayer d'entretenir. Le tout ne suffit pas de construire un réseau d'assainissement. Il faut l'entretenir. Tant que vous n'allez pas entretenir, il sera rempli de plantes, de sable. Et tous les jours, on va dire inondation. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, j'ai un ami, il dit, avant on parlait de 3CI, Cotonou en campagne contre les inondations. Maintenant, on parle de I3C, inondation en campagne contre Cotonou. Ouais, donc c'est grave. Inondation en campagne contre Cotonou, c'est suffisamment grave. Cotonou, c'est la capitale. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses. Cotonou, après tout, c'est la capitale. Qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas prêts à transporter, à changer de capitale. À faire comme Abuja, par exemple. Abuja, c'est devenu la capitale du Nigeria parce que, il y avait tellement de problèmes à Lagos. On a créé une autre. Il y a Moussokro, même chose en Côte d'Ivoire. Mais
le Bénin, est-ce qu'on a ces moyens-là? On n'a pas ces moyens. Donc, on est obligé d'entretenir le peu que nous avons et de faire avec et de vivre dedans. Là, vous venez de parler des mesures préventives. Voilà, non, les mesures préventives, ça c'est pas dans les milieux urbains. Maintenant, en milieu rural, à l'endroit des paysans, par exemple, il faut essayer de faire des récoltes préventives. C'est-à-dire récolter ce que vous avez semé avant que les crues n'arrivent. Il faut, au niveau de ces paysans-là, sauver au maximum les bétails. Vous savez, les crues emportent les bétails parfois, est-ce que vous voyez? Et ça, c'est de l'argent. Il y a des gens, des pêcheurs, qui ont leur étang ou bien leur bassin de poissons, mais après la crue, tout ça là est parti. C'est des pertes énormes pour ces gens-là. Donc, il faut essayer de les accompagner, de les aider. À eux seuls, ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils ne peuvent pas savoir que, bon, l'eau est en train de descendre, c'est venu à Béterou, c'est venu à Gassa, c'est venu à Boycon, vous voyez. Donc, il faut de l'information, et que cette information ne reste pas avec les scientifiques seulement, cette information descende jusqu'à la base, que le pauvre paysan sache comment gérer, informer de ce qui se passe. Déjà, face aux dégâts, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quelques petits conseils. Face aux dégâts, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut gérer. Il faut gérer. Comme on le dit, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il y a des structures de l'État qui accompagnent. Lorsque vous prenez des zones de Atiémé où l'eau a pris d'assaut des villages, je sais que l'État est allé à leur aide, l'État leur a apporté assistance. Et il y a eu des déplacements de personnes. C'est une très bonne chose. C'est peut-être tout ça qui a fait qu'on n'a pas eu beaucoup de dégâts cette année. Quand bien même 2010, on a eu, voilà, par rapport à 2010. Est-ce qu'on peut déjà dire que les pluies de 2019 dépassent celles de 2010? Je suis scientifique, donc je n'aime pas affirmer des choses comme ça sans faire de l'enquête. Donc il faut faire une évaluation pour pouvoir voir la quantité de volume d'eau tombée, les dégâts causés par la commune, faire un peu un récapitulatif de tout et comparer à 2010. Vous, on a toujours pris des dispositions pour s'adapter aux inondations et autres. Oui. On a l'impression que ça ne marche pas. On a l'impression que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable de mettre la recherche scientifique à contribution? Ah, là, je suis très content. Je suis content parce que, vous savez, il y a un de nos recteurs à l'université qui a dit que l'université doit être pensée désormais comme une structure de recherche au service du développement. Le développement de notre pays, personne d'autre ne viendra le faire. Aujourd'hui, quand on parle de gestion des ressources en eau, on ne connaît même pas la quantité d'eau souterraine que nous avons. On ne sait pas. On ne connaît pas réellement le fonctionnement de tous les bassins de notre pays. On ne sait pas. Donc, il y a de sérieux problèmes qui se posent en termes de gestion de l'eau. Quand il pleut, tout le monde regarde et on applaudit. Mais l'eau là, on peut en faire quelque chose. Oui. C'est en cela que j'adore le Maroc, qui dit qu'il peut ne pas pleuvoir pendant 5 ans. Lui, il va faire de l'agriculture et nourrir sa population. Ils ont des barrages. Ils ont des barrages qui sont des retenues d'eau qui peuvent fonctionner pendant 5 ans. Donc, les chercheurs n'ont qu'à se mettre à la disposition. Non, ce n'est pas les résultats de recherche qui manquent. Non, il y a eu des thèses sur ça. Vous les mettez réellement à disposition des dirigeants? On les met à disposition des dirigeants, mais est-ce que les dirigeants ont les moyens d'appliquer? Est-ce que les dirigeants ont foi? Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Absolument. Et ça, vous allez nous aider à le faire. Oui, on le fait déjà. Nous, dans nos laboratoires seuls, on ne peut pas sensibiliser. C'est les masses médias qui doivent nous accompagner pour que les décideurs, les dirigeants savent que de bons résultats de recherche existent et tombent dans nos laboratoires. Et ces bons résultats de recherche peuvent aider à ne plus avoir les inondations au Bénin? Absolument. Ça peut aider à ne plus... Je connais des thèses qui ont été faites dans cette affaire-là, des masters qui ont été faits dans le cadre de comment essayer de lutter contre les inondations. Les résultats sont là. Il suffit seulement de les valoriser et vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer. Monsieur Edia, mettez-les à la disposition et vous verrez qu'on va les exploiter. C'est promis. Ok, un dernier mot pour conclure. Un dernier mot pour conclure, c'est que c'est vrai, nous sommes en train de traverser une période difficile. C'est vrai, il pleut beaucoup. Et qui dit beaucoup de pluie dit risque de maladie. Il y a des maladies hydriques. Est-ce que vous voyez? Il faut essayer de tout faire pour ne pas se laisser exposer aux maladies hydriques. Ça peut être le choléra, ça peut être les dysenteries, ça peut être, etc. Ben, ça, c'est un. Deuxième chose, plus il pleut, plus il y a beaucoup de moustiques.
Et vous allez constater qu'actuellement, il y a beaucoup de moustiques qui cohabitent avec nous dans nos maisons. Or, les moustiques sont des vecteurs du paludisme. Et quand vous avez le paludisme, soyez sûr, c'est votre porte-monnaie qui va en souffrir. Donc, essayons de tout faire pour que tout ce qui peut contenir de l'eau dans les maisons, renversons. Les petites boîtes, les bouteilles vides, les sachets, débarrassons de tout ça, car c'est des laboratoires de multiplication des moustiques. Merci beaucoup à vous, Dr Flavien Edia Dovorou. Merci d'être passé. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.